pense souvent. Je dirais pas que j'ai que ça en tête, parce que c'est pas vrai. Et heureusement, sinon il vaudrait mieux que j'arrête tout de suite. Je continue peut-être pour exorciser, je sais pas. J'ai pas fait d'études de psy pour me comprendre. Il y a des endroits lorsque j'arrive dans certains ports où j'ai des images. Parce que je me retrouve un peu dans la même situation comme j'étais au moment où ça s'est fait. Et puis bon, c'est toujours là, mais je ne peux pas l'oublier, c'est normal. Je pense que tous ceux qui l'ont vécu ne peuvent pas l'oublier comme ça. Le commandant Ardillon n'est pas prêt de l'oublier, ce 6 octobre 2002. Au petit matin, une violente explosion, suivie d'un incendie, ravage le pétrolier Limbourg, dans le golfe du Yémen. Une embarcation bourrée d'explosifs est délibérément écrasée contre la coque du supertanker. Cet attentat intervient 2 ans après l'attaque de la frégate américaine USS Cole par un groupe armé proche d'Al-Qaïda. Cet acte terroriste en rappelle un autre plus célèbre, le détournement du paquebot italien Achille Lauro en octobre 1985 par un commando palestinien. Le terrorisme maritime n'est pas un fait nouveau. Les attentats du 11 septembre ont rappelé que le transport de masse pouvait devenir une arme. Afin de prendre en compte cette menace, de nouvelles règles pour la sûreté des navires et des installations portuaires ont vu le jour. C'est le code ISPS. Un bateau, c'est vrai, c'est une arme, ça peut être potentiel. On peut bloquer un chenal en le coulant, on peut faire produire des explosions, on peut kidnapper des gens, enfin, on peut se jeter contre un paquebot, on peut générer des catastrophes assez retentissantes et qui font parler d'elles forcément, et donc qui font parler des terroristes. Vous pensez être audible dans combien de temps ? Pour le porte-conteneur de Bussy, propriété de l'armateur français CMA-CGM, c'est le retour au bercail. Au terme d'une rotation de 8 semaines, qui l'a mené du Havre à Shanghai, en passant par le Moyen-Orient, ce géant des mers revient dans le port normand. Le terminal à conteneurs le plus important de France est l'une des 14 escales de sa ligne régulière vers l'Asie. Oui, chef, dans 10 minutes pour le propulseur. Ok, merci. Comment ? Bah, pareil. Ouais, on arrive au jeté là. Hein, ok. À chacune des escales, les membres d'équipage effectuent une ronde. Pour éviter que des personnes malveillantes montent à bord, tous les accès sont minutieusement surveillés ou verrouillés. Pendant chaque carte, il faut faire un tour partout sur le bateau, sur le pont, systématique, pour vérifier l'accès de chaque cale, si le cadenas il est en place. Pour voir aussi si nous n'avons pas de problèmes avec les dockers, personnes étrangères à bord, des trucs comme ça. Vérifier aussi leur comportement à bord. Il est comme ça. Hein. Sur le Debussy, comme sur la plupart des navires commerciaux, le code ISPS est en vigueur depuis le 1er juillet 2004. C'est le commandant Monod qui veille à son application. Toutes les entrées au château sont fermées à l'exception d'une seule. Bon, ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. Ensuite, on a un tas de matériel additionnel, ne serait-ce qu'un éclairage de plan d'eau ou des systèmes d'alarme silencieuse. Enfin, il y a tout un panel de nouvel équipement que nous avons à bord et que nous avons dû mettre en place. Le code ISPS est un ensemble de règles, certaines obligatoires, d'autres facultatives. Ainsi, chacun des intervenants de la chaîne de transport assure sa propre sûreté. Au port autonome de Nantes-Saint-Nazaire, le commandant Patrick Carreau est l'agent de sûreté portuaire.
Tout navire est tenu d'envoyer sa liste d'équipage. Donc il y a un contrôle de la liste des membres d'équipage, de son certificat ISPS, tout du moins à cette déclaration d'entrée, la date de validité de son certificat et des 10 derniers ports touchés. This is Stena Concept replying from it. Yes, good afternoon again. This is Raw Pilot. Please, we're down channel 1212. Allez, Champin, alors pas de contrôle. Bonjour. Oui, bonjour. On retourne travailler en section 5. En section 5, correct? Oui, devant le TPC. Ok, tout bien reçu. Jamais un affréteur, un armateur ou un agent n'a jamais refusé de donner une information. Par contre, du fait du contrôle, ça nous est arrivé une fois de voir qu'un bateau n'était pas aux normes et il a été retenu 24 heures sur rade avant qu'il puisse monter dans le port, une fois qu'on a contrôlé certains documents. C'est pas dans leur intérêt ça d'être non, parce qu'il y a quand même un coût derrière qui n'est pas négligeable. En effet, dans le transport maritime, les temps d'escale sont de plus en plus courts. Porte-conteneurs, gaziers, pétroliers, les opérations commerciales, déchargement ou chargement doivent se dérouler le plus vite possible. Dans ces conditions, les procédures administratives liées au code ISPS constituent un travail supplémentaire pour tout le monde. Au quotidien ici à bord, oui, ça devient, c'est relativement lourd à gérer parce que n'oublions pas, on est là pour assurer une expédition maritime en toute sécurité. Donc un bateau reste un navire avec les dangers de navigation, d'anticollision, de haut fond, de brume, de tout ce qu'on veut. Et de feu aussi, par exemple. Ça, c'est la sécurité proprement dite et non pas la sûreté. Donc il y a toutes ces choses-là qui restent malgré tout. Là, c'est un petit pavé de plus de 100 pages de documents. Nous envoyons des imprimés au navire qui doivent nous les remplir, ce qu'on appelle les Inward Declarations, ce sont les déclarations d'entrée des navires qu'ils doivent remplir. Donc là-dedans, ils doivent mettre l'ensemble des certificats qu'ils ont à bord, des certificats de sécurité de construction, de radio, aussi bien que celles concernant la sûreté du navire, l'ISPS. Et ils indiquent là-dessus, bien sûr, quel est l'officier chargé de la sûreté à bord du navire. Les installations portuaires sont aussi concernées par ce fameux code ISPS. Désormais, il faut montrer patte blanche. Plus question d'accéder librement à n'importe quel terminal. C'est quoi que tu vas charger dedans? Je sais pas, c'est du matériel pour les navires, donc Allez, tu veux un bon? matériel maritime, donc mais un bon. Nantes-Saint-Nazaire est l'un des 36 ports en métropole concernés par la réglementation. 4e ensemble portuaire français, il occupe sur les bords de la Loire 10 km de quai. Sur ce site, nous avons installé l'année dernière 5 km de clôture, plusieurs portails. Et à partir du 1er janvier 2006, nous installons un système de gardiennage et pour le deuxième trimestre 2006, un système de badge, d'accès badge, de vidéosurveillance, entre autres. Ici, certaines installations sont particulièrement dangereuses. Par exemple, le site Gaz de France est le plus gros terminal méthanier d'Europe. Tout port a des points névralgiques. Il ne faut pas oublier que c'est un port qui reçoit donc du pétrole brut, qui exporte des produits raffinés. C'est le premier port de France et d'Europe pour le méthane. Nous avons des installations chimiques, donc c'est quand même, c'est un port quand même sensible. Au port du Havre, le service de police portuaire est né après-guerre. À l'époque, il s'agissait de lutter contre le banditisme organisé. Aujourd'hui, 110 sites sont protégés et gardés par 120 agents de sûreté. Leurs effectifs ont augmenté de 50% depuis les événements du 11 septembre.
La protection que nous exercions jusqu'à maintenant, c'était une protection de nos marchandises et de nos petites affaires. Il fallait désormais s'occuper de protéger les moyens de transport. S'assurer que dans le port suivant, on s'était organisé nous-mêmes pour ne pas lui envoyer des choses ou des personnes de mauvaise qualité ou mal intentionnées. Donc ça c'est l'ISPS, ça nous a amené à avoir une sûreté non pas tournée vers l'intérieur, mais une sûreté tournée vers l'extérieur. Et ça a été une grosse démarche. Chaque soir, un véhicule de l'association havraise des Amis des Marins effectue une navette gratuite entre le port et le foyer des gens de mer. Olivier, bénévole à l'association, emmène les marins originaires des 4 coins du monde vers le centre-ville. Mais avant de sortir du port, il faut franchir les multiples points de contrôle. Le problème, c'est que de plus en plus, ils veulent savoir quels sont nommément le nom des marins qui sortent, quoi. Donc ça veut dire qu'il faut que les bateaux donnent une liste des marins à bord, les noms des gens qui veulent sortir et tout. Donc ça complique un petit peu quand même, ça facilite moins, on va dire, la sortie des marins. Et chaque endroit du port a pour l'instant sa propre façon de procéder. On passe un peu plus de temps à chaque contrôle, c'est-à-dire qu'aux aubettes autrefois, c'est-à-dire à la porte des terminaux, les gardiens là nous laissaient passer, les voitures étaient identifiées, on passait sans autre forme de procès et on nous faisait un petit signe et on allait directement vers les navires. Là maintenant il faut s'arrêter, présenter une pièce d'identité, moyennant quoi on nous remet un badge, c'est l'état actuel des choses. Mais dans quelques temps, lorsque les badges ISPS seront véritablement actifs, il faudra que l'on montre, chacun d'entre nous devra monter son badge. Conséquence, les marins ont le sentiment d'être de plus en plus surveillés et pistés. Il n'a jamais travaillé ici. Comme les escales sont plus courtes et les procédures plus complexes, leur espace de liberté se réduit de jour en jour. Il y a des ports où c'est devenu très compliqué pour pouvoir sortir, ne serait-ce que pour aller changer d'air, aller voir ce qui se passe en ville. Des fois, ça peut prendre une demi-heure pour juste sortir du port. Donc quand on a 3 heures pour sortir, finalement ça décourage et on est un petit peu consigné à bord sans que ce soit forcément voulu, mais le résultat est le même. On the other side, you have families who like to join with their fellow. D'un autre côté, vous avez des familles qui veulent rejoindre leurs proches. Elles doivent se soumettre à une procédure très compliquée avant d'être autorisées à rejoindre le bateau. Je peux vous donner un très bon exemple. Ça se passe à Rotterdam. Une femme mariée à un marin s'est présentée avec ses enfants à l'entrée du port. Malheureusement, les noms des enfants n'étaient pas indiqués sur le passeport de la mère. Il y a 5 ans, ça n'aurait posé aucun problème. On aurait appelé le père pour qu'il vienne jusqu'à l'entrée. Est-ce que c'est ta femme? Est-ce que ce sont tes enfants? Et on les aurait laissés passer. Mais ce jour-là, on leur a dit non. Désolé, c'est le code ISPS. Les visites doivent être annoncées plusieurs heures à l'avance. Du terrorisme à l'interdiction de pêcher sur les quais, l'histoire peut faire sourire. Avec le code ISPS, la pratique de la pêche à la ligne est plus compliquée, y compris dans des zones qui ne présentent pas de danger particulier. À Brest, comme dans la majorité des ports français, la fermeture et le contrôle des accès imposés par l'Organisation maritime internationale ont peu à peu transformé le site en camp retranché. Je suis venu à la pêche pendant des années ici, on faisait du poisson, depuis qu'ils ont interdit là-bas, c'est plus la peine, parce qu'ici, là encore, vous voyez, il n'y a pas grand monde. Vous avez qu'à venir le vendredi, le samedi et le dimanche, il n'y a pas de place pour poser une ligne. C'est plein partout. Il y a des gens qui pêchent depuis des dizaines d'années dans le port, quoi. On leur supprime leur plus ou moins terrain de plaisir et de loisirs. C'est un peu triste, quoi. Il y avait des voitures qui passaient sans arrêt.
Bon, on s'arrêtait, discutait, on faisait des petites balades à pied, on allait là-bas au bol d'air marcher, on revenait à la ferraille et tout. Il y avait beaucoup de loisirs. Hein. Bien sûr. Nous, on pêchait pas, c'est les hommes qui pêchaient. Oui. Voilà. Pour le soir, ils avaient leur petite fricassée de poisson à la maison. Et vous, pendant ce temps-là, vous faisiez des rencontres, quoi? Voilà, on tricotait aussi. Et on tricotait. Oui. Enfin, il y avait le tricot, le journal. C'est vrai que ça fait mal de plus faire toutes ces choses-là. Hein. Ça change. Hein. Autre effet inattendu du code ISPS, les difficultés rencontrées par certains ports pour se mettre aux normes. Pour ceux de petite taille, mettre en place toutes ces mesures de sûreté est plus facile à dire qu'à faire. On reçoit des bateaux de quel type ici, alors essentiellement? Des caboteurs de l'ordre de 2000 tonnes, c'est-à-dire des bateaux qui font 80-90 mètres. Ah oui, quand même. Des produits dangereux? Pierre Marionnet dirige une société de sûreté maritime reconnue par l'administration. Il réalise des audits, des évaluations et des plans de sûreté désormais obligatoires. Son client ce matin-là, c'est le port du Légué dans les Côtes-d'Armor. Là, vous allez devoir nous aider parce qu'on se pose comme les autres installations portuaires françaises de petite ou moyenne dimension, il doit se mettre en conformité avec la nouvelle réglementation. Il y a beaucoup de ports qui sont en demande. Les ports les plus gros ont été plus réactifs et c'est bien normal dans leurs demandes. Donc sont aujourd'hui quasiment au carrage, j'allais dire. Et puis aujourd'hui, il y a les ports décentralisés comme Tréguier, Légué, comme Saint-Malo qui manifestent la demande d'être en accord avec le code ISPS, à la fois pour des raisons de sûreté mais aussi pour des raisons commerciales. En effet, un port qui ne dispose pas d'un plan de sûreté approuvé ne peut accueillir de navires certifiés ISPS. On veut absolument conserver tous les armements qui font escale chez nous et pour qu'ils puissent conserver leurs escales, il faut que l'on puisse leur garantir une sûreté et le respect de la réglementation. Si on commence à perdre des armateurs, ça veut dire que nos prix vont augmenter et qu'on ne pourra plus assurer un bon service. Donc par le fait, on va disparaître. Donc réellement, l'aspect réglementaire rejoint l'aspect commercial, tout ça c'est uni. La mise en œuvre de toutes les obligations coûte cher, mais il n'y a pas vraiment le choix. Au Légué, comme au Havre, à Brest ou à Saint-Nazaire, il va donc falloir mettre la main à la poche. Tout le monde est d'accord pour faire de la sûreté. Le problème, c'est que ça a un coût. Et qui va payer? Les États, les ports, la chaîne de transport, l'utilisateur, certainement un petit peu tout le monde. Donc le gros problème est dans le coût économique de ces mesures de sûreté. Maintenant, il faut quand même savoir que tout ça, ça a un coût, mais ça peut être aussi une réelle utilité. Il est quand même nécessaire de mettre en place ces mesures. L'OCDE a fait dernièrement, il y a un an environ, a sorti un rapport. Un attentat terroriste de grande ampleur dans un port américain, comme par exemple la découverte, même pas l'explosion, la découverte d'une bombe dans un conteneur, coûterait 58 milliards de dollars à l'économie mondiale. 80% des marchandises utilisées par le commerce mondial transitent par la voie maritime. 12% du pétrole, de la consommation quotidienne de pétrole passe par le détroit de Malacca. Si on s'attaque à ces zones, si on s'attaque à ce type de transport, on perturbera fortement le commerce international et pas uniquement maritime. Donc le coût pour la population sera en totale disproportion avec le coût des mesures que l'on va mettre en place. À bord du Debussy, c'est la course contre la montre. À peine 24 heures en moyenne pour décharger et charger des centaines de conteneurs. Ces boîtes sont scellées, enregistrées et entreposées de façon à éviter toute manipulation pendant le voyage. Mais le danger pourrait venir des conteneurs censés être vides qui sont moins surveillés. Avec le code ISPS, les inspections, voire même la radiographie des conteneurs suspects ont été renforcées. Les hommes aussi sont contrôlés. Et malgré quelques désagréments, les marins acceptent plutôt bien ces nouvelles contraintes. Si vous n'avez pas une règle, je dirais, d'une part obligatoire et d'autre part commune, eh bien, de toute façon, il y aura forcément il y aura des choses qui ne se feront pas et il fallait absolument un code, oui. Ça fait partie maintenant de notre vie, alors que c'est vrai qu'auparavant,
chacun pouvait rentrer sur un bateau. C'était vraiment, on pouvait y rentrer comme dans un moulin, quoi. La prise en compte du risque fait désormais partie de la vie des marins. Durant tout le voyage, les 25 membres d'équipage du Debussy vivent quasiment en vase clos. Dans certaines zones du monde, ils n'ont pas le droit de descendre à terre. Toute sortie peut être interdite en fonction du niveau d'alerte. Le code ISPS en a prévu 3. Alors, pour l'instant, nous sommes en tournée européenne. Alors donc, ici, nous sommes en zone 1. C'est-à-dire niveau 1, que vous appelez. Et parfois, on passe au niveau 2. Tout ça, ça peut passer au niveau 2, suivant les autorités portuaires. Après, nous allons descendre. Bon, là, nous restons toujours en niveau 1. Passe le détroit de Gibraltar, niveau 1. Nous allons aller à Malte. Et après, nous allons nous diriger sur Suez. Alors là, toute cette zone-là, nous serons en niveau 2. C'est-à-dire en descendant la mer Rouge. Après, on descendra un petit peu en mer. On passera ici du côté de Sri Lanka. Il y a quelques pirates aussi, et c'est un peu craignos, pakistanais, tout ça. On restera un petit peu en niveau 2, là, et après on repassera en niveau 1. Et une fois qu'on va se retrouver ici, dans cette zone-là, on passera en niveau 2 par rapport aux pirates. C'est pas par rapport aux terroristes, c'est plutôt les pirates. Et après, on va remonter sur Hong Kong et on repassera en niveau 1. On risque rien, on a assez de, comment ça s'appelle, quand on est à quai, je parle. Bon, à quai, bon, il y a l'entrée du port, il y a le service à bord qui est fait, au point de vue surveillance, et les personnes qui vont rentrer à bord sont surveillées quand même. Et pourtant, Yves en a connu des histoires et des coups durs en mer. À quai, ils se sentent désormais plus en sûreté, même si on ne peut toujours pas faire grand-chose contre un canot pneumatique chargé d'explosifs fonçant sur un navire, comme ce fut le cas lors de l'attaque du Limbourg. Venant du large, moi je suis sur mon bateau, il est exactement pareil, sauf que c'est pas le même qu'il était il y a 3 ans ou il y a 4 ans. On va rentrer de la même façon, à savoir qu'on va prendre un pilote pareil, on va s'amarrer de la même façon qu'avant, donc pour moi ça ne change pas. Par contre, les gens qui une fois amarrés vont pouvoir venir, ce que je disais tout à l'heure, il y avait des ports où tout le monde venait d'un coup, là, où on était à peine amarrés, il y avait une grappe de gens qui venaient et qui posaient plein de questions et qui voulaient tout avant qu'on ait fini de s'amarrer. Maintenant, ça c'est fini. À droite 10. Si Ben Laden veut faire sauter le port X, eh ben il fera sauter le port X. L'intérêt de ces mesures de sûreté, c'est de dire voilà, nous sommes vigilants. Attention, il peut y avoir quelque chose d'autre derrière. Et comme le terroriste a peur de voir son action échouer, c'est peut-être sa plus grande peur, puisqu'il n'a même plus peur de mourir, eh ben il va se dire je vais peut-être aller voir ailleurs. Là où c'est peut-être moins surveillé. Il est quand même important de faire quelque chose. Avant, on ne faisait rien. Maintenant, au moins, on essaye de faire quelque chose, on essaye de résister à ce fléau. Depuis 30 ans, les contrôles de sûreté ont été renforcés dans les aéroports. Dans le domaine maritime, beaucoup de choses devaient être faites. Le code ISPS aura peut-être un impact sur la criminalité liée au transport de marchandises. Mais sa vocation première, c'est d'abord la lutte antiterroriste pour que jamais ne se produise un 11 septembre maritime.